Bienvenue dans ce podcast du courant pour une écologie humaine. Vous trouverez ici des initiatives et des réflexions qui visent à construire un monde plus bienveillant et solidaire. Alors si vous êtes prêts, allons puiser l'inspiration pour construire le monde de demain grâce à l'interviewé du jour. Aujourd'hui, nous recevons Lolita Murniessé. Lolita est thérapeute de couple à Colmar. Et elle intègre à son accompagnement de couple donc la méthode Imago dont elle est absolument fan. On lui a demandé de nous expliquer en quoi cette méthode consistait et pourquoi elle l'enthousiasmait tellement. Bonjour Lolita Murniessé, pouvez-vous nous dire en quelques mots qui vous êtes? J'ai un parcours assez atypique. Je suis née en Lettonie. Ma langue maternelle est du russe. Pour faire plus compliqué, je suis allée faire mes études d'abord aux États-Unis. Et puis, donc après, je me suis retrouvée en France parce que je me suis mariée avec un Français. Et depuis, donc 98, je suis en France. Alors, j'ai d'abord commencé à travailler dans le management, mais après, très rapidement, je me suis rendu compte que sur le plan humain, ça laissait à désirer et j'avais bifurqué après la naissance de mes enfants vers le conseil conjugal et familial. Et une fois dedans, j'avais découvert déjà pour moi, pour notre couple, la méthode Imago. Voilà. Et après, j'ai envisagé absolument pas à pratiquer mon métier sans cette méthode-là. Et donc, depuis, je me suis formée à la méthode Imago. Je reçois dans mon cabinet qui se trouve à Colmar en Alsace. Et jusqu'à il y a quelques jours, j'étais présidente de l'association Imago France. Alors racontez-nous un peu, quelle est l'origine de cette méthode Imago? Comment est-ce que la méthode Imago est née? En fait, elle est réellement née d'une relation. Il y a toujours aux États-Unis un couple, Arvil Hendricks et Hélène Lakelly Hunt, qui donc dans les années 70 étaient tous les deux thérapeutes. Lui était conseiller conjugal, elle était thérapeute en analyse transactionnelle. Et tous les deux, ils avaient déjà vécu le premier divorce. Ils avaient donc très mal vécu cet échec parce que pour eux, ça correspondait pas à leurs valeurs. Et puis, ils se sont rencontrés et ils se sont dit, formidable, j'ai une chance inouïe dans la vie de reprendre avec une personne extraordinaire qui me correspond, dont je suis amoureux, amoureuse. Et donc, ils étaient partis vraiment à explorer vraiment la relation de couple. Mais ils se sont rendus compte que malgré le nouveau partenaire qui correspondait vraiment à leurs souhaits, et ils avaient assez rapidement commencé à avoir de nouveau des disputes. Et chez eux, c'était des disputes vraiment fortes. Et donc, ils se sont dit, mais comment faire, nous, thérapeutes de couple, en couple, comment faire? Pourquoi est-ce que les gens se disputent? Voilà, c'était vraiment la grande question de Harville et Hélène. Ils ont engagé toute leur vie à répondre à cette question et à donc réfléchir à des méthodes. Et une fois, lorsqu'ils étaient vraiment dans une dispute vraiment très tendue, elle a dit, écoute, ce n'est plus possible. Il faudrait que l'un de nous s'arrête et écoute. Et donc, ils se sont mis vraiment en face à face. Hélène a proposé, OK, moi je parle, tu m'écoutes, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ajouté à ça une écoute miroir, mais une écoute très attentive, englobante, qui envoie vraiment le message à l'autre, je te vois, ce que tu dis, ça fait sens. Ils se sont vite rendus compte que cette structure où ils étaient vraiment en face à s'écouter les a très rapidement apaisés. Ils ont senti là qu'ils avaient vraiment créé quelque chose. Il avait lui, il avait elle, il avait entre eux ce qu'ils appellent l'espace entre. Donc c'est avec ces structures-là qu'ils ont commencé à créer cette méthode, sur laquelle ils ont par la suite mis tout un tas d'autres outils, de la psychologie positive, de l'analyse transactionnelle, l'analyse des parts de Jung. Donc en fait, c'est aujourd'hui une méthode qu'on appelle intégrative pour vraiment prendre soin de la relation. Est-ce que la méthode Imago permet aussi de mieux se connaître personnellement? Cette thérapie de couple imago est à la fois la façon de prendre espace de son couple et l'espace relationnel,
mais aussi une excellente façon de travailler sur soi-même, en fait. C'est parce qu'à partir des blessures ou frustrations que nous vivons dans notre couple, nous pouvons en fait aller chercher à l'intérieur de nous d'où est-ce que ça part. Lorsque nous avons une façon de réagir, par exemple, ou surréagir à quelque chose qui semble vraiment anodin, il y a quelque chose. Donc c'est vraiment une chouette façon d'aller dire, mais c'est vrai que lorsque tu n'apportes pas une baguette et je me sens tout d'un coup particulièrement seule et frustrée, peut-être que ce n'est pas juste toi qui es responsable de mon état de malheur, c'est peut-être autre chose. Et on s'est rendu très vite compte que finalement, oui, chez chacun de nous, il avait comme des boutons rouges, comme des douleurs de passé qui faisaient réagir. En imago, on aime bien utiliser la règle de 10-90. Très souvent, on dit que lorsque nous surréagissons, il y a peut-être 10% dans ce que le partenaire fait, pour lequel elle est pleinement ou elle est pleinement responsable. Et puis, il y a quand même 90% de notre propre réaction. Alors, ça fonctionne dans la plupart des cas. J'exclus de ça les cas de violence, de coups, blessures. En fait, là, en fait, ce n'est pas du tout. Mais en fait, là, c'est juste dans l'interaction quotidienne, lorsqu'il y a une chose qui nous fait réagir un peu trop fort. Maintenant, Lolita, je voudrais qu'on mette un peu fin à ce terrible suspense. Est-ce que vous pouvez nous dire comment concrètement s'applique cette méthode Imago? Le cœur de cette méthode, c'est le dialogue. C'est-à-dire que vraiment, ce qui est très important, c'est pas uniquement le sujet dont on va parler, c'est comment est-ce qu'on va en parler. Donc, ce qui est important, c'est que quand je reçois un couple, et pour la première fois, ils vont pratiquer les méthodes, déjà, ils vont se mettre en face à face. Déjà là, pour la première fois, ils vont se dire que c'est vrai que ça fait peut-être des années qu'ils ne se regardent plus. Donc, je vais prendre tout mon temps à leur montrer que le regard est précieux. Ce que nous savons, c'est que même avant de commencer la discussion, notre visage, notre voix, notre posture racontent déjà quelque chose. Et tout plein de conflits dans des couples commencent déjà tout simplement parce que quelqu'un vous regarde de travers, n'est-ce pas? Mais t'as vu comment tu me regardes, mais je ne regarde du tout, vous voyez, en fait, ça, c'est tellement rapide. Donc, la première chose, c'est déjà, le couple se met en face à face. Et je demande au couple aussi d'adoucir le regard, et de se regarder en respirant tranquillement et en laissant de côté tous leurs préjugés, toutes leurs histoires qui se racontent l'un de l'autre depuis peut-être déjà des années et juste se regarder, s'apprécier et s'envoyer vraiment une intensité du regard. Je leur dis souvent, imaginez que vous parlez juste avec votre regard et dites-vous l'un à l'autre que vous êtes quelqu'un de précieux l'un pour l'autre. Et dites-vous aussi avec les yeux que vous remerciez l'un et l'autre d'être dans votre vie. Voilà, adoucissez votre regard. Et ce que je sais à côté, c'est que lorsque vous avez des pupilles dilatées avec des yeux doux, votre cerveau perçoit ce visage comme quelque chose de sécurisant. Et ça produit déjà une certaine détente importante dans votre corps. Et alors là, on va partir dans un dialogue déjà d'un autre endroit que si on rentrait le visage grave, et puis tout de suite, on partait dans la discussion, en fait, sur un sujet de conflit. Une fois la posture établie, j'encourage également le toucher physique. Parfois aussi, ça fait déjà un moment que le couple ne se touche plus, donc petit à petit, on va sentir le toucher d'une main, les jambes qui se touchent, la chaleur de l'autre, et ça peut aussi être rassurant. Une fois ces structures établies, je leur dis qu'il y aura une personne qui écoute, une personne qui part. Et que entre ces deux personnes, il y aura comme un petit point imaginaire. Et donc, un partenaire, celui qui écoute, va imaginer qu'il va sortir de chez lui, il va traverser un pont imaginaire et aller dans le monde de l'autre. Tellement dans notre vie, nous passons notre temps à juger l'autre, à se raconter des histoires de lui, qu'on oublie vraiment que parfois nous sommes en relation avec un partenaire imaginaire. Nous n'écoutons pas vraiment ce que l'autre dit. Et alors là, cette personne va traverser le petit pont et va dire, je viens te visiter dans ton monde.
Et c'est vraiment à cet instant-là que la personne va sourire et dire, viens me visiter. Et lorsque je te visite, bien sûr, tu vas essayer de faire en sorte que ta maison que je visite est accueillante. Donc, je vais inviter ces personnes à parler avec des mots doux, faire des phrases courtes, parler de soi, en sorte que le partenaire qui écoute ne soit pas réactivé. Voilà. Donc ça, c'est déjà une base. Et puis, très, très souvent, on va commencer à parler de quelque chose de positif. Et les gens adorent ça. Tellement de fois, elles se sont déjà dit des choses horribles. Il avait tellement de reproches, de petites piques, des visages froids et impassibles, que finalement, s'entendre dire ce que j'apprécie chez toi, c'est ta douceur, c'est ta qualité de père ou c'est ton toucher. Je vois immédiatement l'effet que ça fait sur la personne et que ça attendrit les cœurs et ça fait tomber les barrières. Et ce qui est curieux dans l'écoute de la personne qui écoute, c'est que chaque fois que celui qui parle va dire une ou deux phrases, il va dire je t'entends me dire, il va répéter presque de manière textuelle ce qui a été dit. Je t'entends me dire que tu apprécies beaucoup ma douceur. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça, elle va commencer à vraiment hocher la tête et on sent vraiment que les deux commencent à se synchroniser, sourire. Oui, c'est ça, et on sent ces connexions venir et c'est formidable à voir. Et donc, dans cette écoute-là, ça va continuer comme ça. Et puis, on va vraiment prendre le temps. Et on va dire, et quand tu es doux, je me sens rassurée. Et cette douceur-là, je la vois lorsque tu me parles le matin au petit déjeuner ou le matin au réveil, tu me dis bonjour ma chérie. Voilà. Et donc, on voit vraiment le merveillement qui arrive et puis déjà, c'est formidable. Et de cette manière-là, on va pas parler que du positif, on va aller explorer également des frustrations. Petit à petit, on va aussi apprendre à creuser qu'est-ce qui se passe dans les frustrations. Voilà. Quand tu fais ça, voilà ce que je ressens. Voilà l'effet que ça fait sur mon corps. Et voilà ce que ça peut parfois me rappeler de mon enfance. Donc là, on va vraiment aller toucher, on va creuser parfois dans l'enfance. C'est souvent très bouleversant parce qu'on va tout d'un coup, au contact avec notre conjoint, nous rendre compte de quelque chose qui nous titille depuis bien longtemps. Quand tu ne me regardes pas, quand tu me poses pas la question sur ma journée, tout d'un coup, je me sens vraiment raidir et ça me rappelle tous les moments où mon père ou ma mère étaient trop occupés pour savoir ce que je faisais. Et l'effet que ça a, c'est que ça aide au partenaire qui est concerné par la frustration de voir vraiment l'enfant blessé à l'intérieur de son partenaire. Nous sommes tous des enfants qui avons grandi et nous avons besoin aussi que notre conjoint prenne soin de nous. Alors c'est vraiment une façon d'éveiller vraiment l'empathie, vraiment travailler ce muscle d'empathie, d'aller chercher dans le monde de l'autre, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Je sais que par exemple, quand mon mari partage avec moi quelque chose de cet ordre-là, je ne le regarde plus de la même manière. Par exemple, une des choses qui le dérangeait énormément, c'est lorsque le matin je partais et je laissais des tasses avec du café remplies et puis j'en ai parfois deux, voire trois, je sais pas, je les mets un peu comme ça partout dans la maison, voilà. Et il m'a dit, et j'avais aucune idée, puis une tasse de café remplie, mais enfin, c'est pas grand-chose. Et donc, lorsque nous avons fait notre premier dialogue de frustration, il m'a partagé que ça le dérangeait beaucoup. Et que c'était aussi lié à quelque chose de très précis qu'il avait vécu dans son enfance avec sa mère, et que le geste de vider la tasse de café éveillait chez lui vraiment à beaucoup de souffrance. Donc voilà, je peux aujourd'hui dire que je laisse rarement les tasses de café traîner et puis vraiment je fais un effort parce que je sais à quel point c'est quelque chose qui le touche. Et sans ce dialogue et Margot, je pense que j'aurais pas pu percevoir ça. Jamais il m'aurait dit ça. Je pense que ce serait plus une reproche, une boutade, t'as vu toutes les tasses que tu traînes, voilà. Enfin, moi, je serais sur la défensive, mais bon, oui, toi aussi, tu te laisses traîner les affaires, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je pense on serait resté là. Mm. Et donc, voir que c'est quelque chose d'important pour lui, bah, ça me touche.
Et du coup, je m'adapte plus facilement et sans rancune. Et même que quand je fais ça, enfin, déjà, ça m'aide moi à mieux m'organiser. J'ai du mal à m'organiser le matin, ça c'est clair. Et donc, ça m'aide de dire, mais Lolita, est-ce que tu as vraiment besoin d'une tâche supplémentaire? Donc, souvent, dans ces dialogues de frustration, nous avons quelque chose de l'ordre de double cadeau. C'est-à-dire que le cadeau que je fais à mon conjoint, en répondant à sa demande, eh bien, ça vient aussi me faire grandir quelque part dans un endroit où j'ai besoin de grandir. Voilà. Est-ce que vous avez un conseil pour faire durer son couple sur le long terme? Au début, quand on était amoureux, dans nos débuts, on a dû se sentir quand même assez en lien. On avait eu cette sensation de vibrer ensemble, se comprendre de demi-mot, vraiment à discuter pendant longtemps. Et on a l'impression qu'à cet instant-là, c'était magnifique. Et après, très souvent, une fois le sentiment amoureux retombe un tout petit peu, et ce sentiment amoureux, ils sont dus à des cocktails d'hormones en fait qui nous baignent et puis qui nous fait vraiment sentir tout puissant, vraiment la vie, voir la vie en rose. Après, on retombe dans quelque chose de beaucoup plus difficile. Tout d'un coup, on peut se réveiller avec une sensation. Attends, t'as vu ce qu'il a fait? T'as vu comment il est finalement? Oh, j'ai pas vu ça tout de suite. Voilà. Donc, il y a des conflits qui s'installent. Il y a des tiraillements qui commencent à être enfin, petit à petit, puis finalement, ça commence à vraiment à grandir, et puis on finit par cette séparation invisible. Et donc, pour moi, vraiment, le secret, c'est d'apprendre à être en relation et en connexion consciente. C'est-à-dire vraiment apprendre cette écoute dans laquelle on peut tous les deux se sentir connectés encore une fois. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui s'invente. Voilà, j'ai récemment accompagné un couple qui a fait la préparation au mariage, voilà, qui ont été vraiment très sérieux et qui ont eu par la suite quelques soucis dans leur parcours. Et ils disent, mais oui, mais on met quand même du temps pour être ensemble, on prévoit quand même une heure de sortie, et c'est bien une heure de sortie. Et c'est bien d'aller ensemble au restaurant ou aller passer un temps, un week-end quelque part. Mais même en étant côte à côte, on peut parfois se sentir à part parce qu'il n'y a pas cette sensation de connexion. Et pour moi, elle arrive parce qu'il y a un dialogue. Parce que on apprend vraiment à se capter et aller offrir l'un à l'autre cette écoute profonde. On peut vraiment se rencontrer tel que nous sommes. Donc pour moi, il faut du temps et il faut les temps de dialogue, vraiment de connexion. Là, je dis pas qu'il faut vraiment un dialogue formel. Il y a certains de mes collègues qui fonctionnent comme ça. Dans mon couple, je n'y arrive pas en fait. Donc nous intégrons beaucoup de dialogues, d'éléments de dialogue. Par exemple, mon mari, il aime bien prendre un apéro. Donc, ça va être un apéro. Et avant que les enfants arrivent à table, ça va être, eh bien, on va partager un dialogue d'appréciation. Une chose que j'ai beaucoup appréciée dans ce que tu m'as dit, c'était ça. Et l'autre fait le miroir. Et on sent petit à petit cette connexion profonde arriver. On peut dénicher quelque chose d'extraordinaire dans le quotidien. Nous habitons dans les Vosges et puis ce jour-là, il n'avait rien de particulier, mais je lui ai dit merci parce que quand je marchais vers la maison, il avait allumé les phares de voiture pour que je puisse voir mon passage dans la neige. Donc je me suis dit, ça, quand tu fais ça, ça me fait me sentir vraiment choyée, importante pour toi, parce que tu as pensé à tout, à ce petit geste et ça me fait vraiment très chaud au cœur. Puis on fait ça juste avant d'aller dormir, par exemple aussi, parfois, voilà, une chose que j'apprécie chez toi. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Est-ce que vous pourriez nous raconter quelques histoires sur ce que cette méthode Imago a pu provoquer au sein des couples? Notamment lors des stages Imago, vous avez dû vraiment assister à de très belles choses, non? Les stages, c'est vraiment un endroit pour moi magique, encore plus puissant que ce qui peut être vécu au cabinet. Déjà parce qu'il y a le groupe. Je trouve que c'est précieux pour les hommes, voir les autres hommes s'ouvrir. Ça, c'est une puissance du groupe qui se sent en sécurité et qui se livrent. Alors, on n'est pas obligé, attention, de se livrer. Parce que lorsque, pour faire un aparté, dire la façon dont se passe le stage, c'est que les couples viennent et puis le couple de présentateurs, d'animateurs de stage va partager des topos théoriques. Il y aura
une démonstration d'un dialogue, et puis les couples vont pratiquer chacun les dialogues entre eux, et puis pendant ce temps-là, les animateurs vont juste circuler pour voir si tout se passe bien. Voilà. Une fois on revient ensemble, on va parfois partager quelque chose sur ce que nous avons vécu, sur ce qu'on a découvert, mais on n'est pas du tout obligé de partager notre histoire personnelle. Sauf que, il arrive en effet que l'émotion vient et les hommes, les femmes partagent le fait qu'ils ont touché quelque chose de profond, ils ont compris quelque chose, il y avait une prise de conscience qui les a vraiment éclairés sur leur relation de couple. Et il y a toujours un moment dans nos stages où on parle des cadeaux qu'on puisse faire l'un à l'autre et c'est vraiment une occasion d'offrir quelque chose à l'autre qui est un peu de l'ordre de stretching. Voilà. Stretching, c'est lorsque on va proposer à son conjoint quelque chose dont il ou elle a rêvé depuis longtemps et même quémandé depuis longtemps et qu'on n'a jamais osé faire parce que c'est pas notre truc, parce que tout simplement, oh oui, c'est pas, on trouve pas ça nécessaire. Et donc là, parfois on peut demander et imaginer qu'est-ce que c'est que vous pourriez faire l'un pour l'autre et qui ferait vraiment plaisir. Et alors ça, c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup dans les stages. Je sais pas, en fait, il y a un homme qui a dit, moi, ce que j'aimerais faire, c'est par exemple, ma femme aime beaucoup danser. Et moi, je suis pas un grand danseur, c'est pas vraiment moi, ça. Mais alors, pour lui faire plaisir, je vais organiser une sortie dans une salle avec karaoké. Et donc, je vais la faire danser en chantant. Et je sais que ça s'est fait. Voilà. Il avait un couple où la femme avait écrit un livre, et puis son partenaire était très critique et n'avait jamais lu son livre. Et donc là, pas uniquement il a lu son livre, mais il l'avait amené, il avait montré à tout le groupe, voilà, regardez, ça c'est le livre que ma femme a écrit. Et donc je vous le conseille. Et donc voilà de quoi ça parle. C'est vraiment formidable de voir ça. C'est d'autres petites choses comme ça. Oui, il y avait une autre femme comme ça qui avait suggéré que par exemple, elle, elle est lève tard et lui, il lève tôt. Et donc, lui, il aime beaucoup la nature et elle est plutôt casanière. Et donc, elle a dit ce que je vais lui offrir, c'est une balade à 5 heures du matin pour voir le lever du soleil. Mais je vais me lever et marcher avec lui sans être grognon, en fait. Sans se fâcher, de bonne humeur. Voilà. Et ça, c'est vraiment touchant de voir ces cadeaux d'amour, hein. Voilà, venir comme ça parce qu'on a touché à des endroits sensibles, parce qu'on a parlé d'empathie, parce qu'on a vu dans notre partenaire un enfant blessé qui a besoin de réconfort. Et ça, c'est très beau à voir. Lolita Murniessé, est-ce que vous avez un dernier message pour nos auditeurs? Je vous souhaite de venir essayer cette méthode. Vous pouvez trouver des renseignements sur le site Imago France, Imago-France, voilà. Aujourd'hui en France, nous sommes plus de centaines de praticiens. Il y a des stages, il y a des ateliers de parentalité Imago, il y a des stages intergénérationnels, il y a des thérapeutes, des facilitateurs. Vraiment, allez-y. Nous croyons beaucoup en fait à l'expérimentation. Allez expérimenter, sentez-le. Je dis souvent, allez goûter à une connexion intense. Merci Lolita Murniessé de diffuser comme vous le faites un peu de douceur dans le monde. L'amour est merveilleux à vivre, mais on sait combien il peut s'essouffler sur le long terme si on n'en prend pas soin. Donc merci vraiment d'aider les couples à garder l'amour allumé, c'est super précieux. Chers auditeurs, merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez vraiment pas à le partager autour de vous. Pour suivre nos actus ou vous abonner à notre newsletter, on vous donne rendez-vous sur www.écologiehumaine.eu. À très bientôt donc.